Il a travaillé au journal hebdomadaire, qui a été, je crois, assez perversement asphyxié par le régime, qui correspond donc à une époque qui est déjà dépassée, sous le rapport de l'État et de la presse. Et il est actuellement journaliste à La Vie économique, qui passe, je ne suis pas un grand connaisseur de la presse marocaine, pour être, en langue française, le meilleur journal pour parler, pour connaître, pour se tenir informé sur le Maroc. Le sujet donc d'aujourd'hui, c'est l'islamisme au Maroc. Évidemment, c'est un sujet qui a déjà été parcouru, en particulier par des universitaires. Je vais citer en français simplement quelques livres pour rappel, et puis je vais bien démarquer la démarche de Hichem Oudaifa de celle des universitaires qui l'ont précédé. Il y a un classique, il est en poche maintenant, Monarchie et Islam politique au Maroc de Mohamed Tozi, aux presses de Sciences Po, 1999, qui a été revisité par une personne qui a fait un excellent travail sur El-Azhar et le milieu des ulama en Égypte, Malik Azral, qui a revisité la question dans Les islamistes marocains, le défi de la monarchie, publié à La Découverte en 2005, et puis il y a eu d'excellentes enquêtes sur l'état d'esprit des jeunes, le mode de croyance des jeunes, les affiliations partisanes des jeunes, la désertion de la mosquée ou au contraire les retrouvailles avec le religieux ou des autres modes de croire ne passant pas forcément par la mosquée des jeunes, en particulier par Mohamed El Ayadi, Rama Boulkia, Hassan Rachik, un foisonnement donc de travaux, mais ce sont des travaux de facture universitaire. Il y a une sorte d'a priori, des outils analytiques, des catégories analytiques qui sont celles des universitaires. Il y a aussi le jargon des universitaires. C'est un universitaire qui parle, mais qui est très sévère pour sa propre caste. Et sa manière de jargonner, d'inventer un langage qui fait chic, et pas forcément choc. Et voilà, le travail de Hichem Oudaifa se démarque parce qu'il n'a pas de prétention théorique, parce qu'il ne part pas de présupposés de sciences politiques, et que tout de suite, il nous plonge dans les entrailles du Maroc à des endroits très différents, avec la méthode d'un journaliste, qui est une méthode que les historiens connaissent, sans peut-être assez la pratiquer, et qui consiste d'abord à identifier qui parle, d'où il parle, de quoi il parle, à qui il parle. Et je me contenterai de dire qui parle, d'essayer de voir dans ce bouquin qui parle et d'où. Peut-être d'abord d'où. Ce qui est très intéressant dans ce livre, dont je ne vais pas vous révéler le contenu, c'est aux conférenciers de l'entreprendre et de le faire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il démultiplie les sites d'observation et qu'on bascule de quartiers populaires, de Tanger ou de Ceuta, à des... on commence, c'est pas dans l'ordre, ça n'a aucune importance, à des départements d'études islamiques, à Aïchok, Bentzik, à Casablanca, et puis de l'urbain, dans les quartiers périphériques, on va voir du côté, dans le sud, d'une grosse bourgade bourgeonnante, rurale, Asni, dans le piémont du Haut-Atlas occidental, et on change complètement de décor. Et là, je trouve que c'est vraiment un des passages qui m'a le plus appris, comment les jeunes qui sont partis en ville et qui ont l'esprit qui a été salafisé, se heurtent aux générations, aux grands-parents. Et ça, c'est un chapitre qui doit parler à un certain nombre d'entre vous, c'est du vécu. Mais ici, c'est montré avec, il me semble, particulièrement de pertinence. Vous voyez, où multiplication des sites, sans essayer de faire le lien. C'est une enquête, ce sont des volets multiples. Et puis, qui? Eh bien, évidemment, il y a des professeurs, comme on dirait dans le jargon de la science politique, des entrepreneurs des biens, sur le marché des biens du sacré, qui prononcent leur fatwa, qui takfirisent, qui excommunient, enfin, qui opèrent un marquage entre les gens du dehors, rouge, et les gens du dedans, ou qui sont rentrés dans le dedans, et puis
qui ont leur site qu'on voit sur YouTube, etc. etc. Et puis, après les professeurs, les djihadistes, surtout dans le Nord, et à l'opposé, si je puis dire, des militants dans des ONG, avec chaque fois des encarts, des portraits, beaucoup de portraits. On est toujours dans le concret, dans le vivant, presque dans le charnel. Et des gens ordinaires, tendresse pour vos gens ordinaires, un professeur de sciences islamiques à Knitra, ou bien cette Badia, avec qui on aurait envie de discuter, qui est vendeuse de foulards islamiques à Salé, et dont le chiffre d'affaires va s'effondrer parce que le 16 ou le 17 janvier 1917, il y a un décret de 2017, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, 2017, pardon, qui interdit la production et la commercialisation de niqab, des gants et enfin de tout l'appareil vestimentaire islamique. Le mari est détenu salafiste en prison et cette femme, elle est intéressante dans votre bouquin. Et c'est une manière pour moi de terminer, c'est de dire que dans ce bouquin, on a à voir, à entendre, et c'est à nous, étant entrés en intelligence avec des gens qui défilent dans le bouquin, de nous faire notre avis, d'avoir notre opinion, de prononcer un jugement s'il y a lieu. Mais ce n'est pas l'auteur. Il nous donne des clés d'intelligibilité, il nous donne un lexique très précieux, d'arabe Darija en particulier, il nous donne à entendre, mais derrière, il n'y a pas de théorème politique, il n'y a pas d'algèbre des sciences sociales. C'est à nous de partir enrichis par cette lecture, les cartes qui ont été distribuées, et les remonter comme on voudra. Donc voilà, un petit livre, mais extrêmement vif, allègre, de ton très alerte, et qu'il faut lire. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Merci beaucoup. Hein. C'est pour moi un immense honneur que d'être qualifié de la sorte et de voir mon livre qualifié de la sorte par toi. Pour moi, c'est quelque chose qui me rend très très heureux et fier. Merci beaucoup. Pour moi, c'est une joie de revenir à Lyon. L'année dernière, je suis venu pour parler de mon précédent livre, D'autres femmes, d'autres mulets, les oubliés du Maroc profond, une enquête, une série d'enquêtes et de reportages sur la condition féminine au Maroc. Aujourd'hui, je suis là pour un autre livre. Je poursuis cette aventure de cette collection Enquête qu'on a voulu, Kenza Sfrioui et moi-même, Kenza Sfrioui étant la cofondatrice des éditions en toutes lettres, qu'on a voulu être une continuité d'ailleurs de ce travail qu'on faisait au journal hebdomadaire. Le journal hebdomadaire est un journal qui a existé entre 1997 et 2010 et qui a été fermé, asphyxié économiquement pendant des années et fermé en janvier 2010. Nous avions envie d'installer une tradition de journalisme d'investigation et de reportage, comme c'est le cas partout ailleurs. Nous voulions être un peu dans la continuité d'Albert Londres et de ces fameuses enquêtes et reportages, notamment sur la maladie mentale en France, qui a révolutionné le regard qu'on porte dans ce pays sur la maladie mentale. Et on veut encore, Kenza et moi-même, installer cette tradition au Maroc à travers ces enquêtes. On a commencé par la précarité féminine, et le deuxième épisode, c'est l'extrémisme religieux et la radicalisation, parce que j'étais interpellé pendant des mois par l'utilisation de ce mot un peu partout, au Maroc, mais même ici en France, quand je suivais les débats dans les plateaux télé, et j'étais toujours interloqué par la teneur que ce mot prenait quand ces gens-là, ces experts-là, parlaient de radicalisation, et je voulais donner une vie à cette radicalisation religieuse, lui donner une image à travers le réel. Et donc, j'ai décidé de dédier 4 mois d'enquête et de reportage sur le radicalisme religieux. Vous avez très très bien parlé de ces différentes enquêtes et reportages. J'ai décidé également
cette fois-ci de descendre, faire ce terrain avec un autre journaliste arabophone qui s'appelle Mohamed Simouni, pour que ce livre-là sorte également en arabe. Ce n'est pas une traduction de mon livre, c'est un autre livre, mais sur le même terrain, par respect, bien sûr, à l'écriture journalistique de Si Mohamed. Et ça fait un autre livre qui s'appelle Aqni'at Tatarruf, partant du principe qu'il faut que cette information-là soit également disponible, que ce travail-là soit également disponible en arabe au Maroc. C'est un travail qui n'était pas facile. Dans d'autres femmes, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu rural, parce que je traquais la précarité féminine, elle est tragique dans le monde rural, elle est fatidique, tragique, injuste, bon, elle est tout le temps injuste, mais elle est particulièrement forte dans le milieu rural et dans les périphéries des grandes villes, particulièrement dans le monde rural, dans les zones enclavées, dans les villages qui restent isolés du monde extérieur pendant 2 mois. Mais dans ce livre-là, j'étais confronté à l'urbain, à l'urbain violent. Et c'était une expérience journalistique assez intéressante, parce que c'est un tout autre terrain, avec d'autres codes. Et il fallait des immersions. Pour moi, c'est très important d'avoir un regard distancé des choses et de pouvoir, après l'immersion, après la plongée, offrir des histoires aux gens. Et que ces histoires-là soient racontées par les personnes et non pas le fruit d'une certaine analyse de ma part. C'est ma démarche, c'est ma manière de travailler et c'est ce que je veux pour cette collection-là. Et donc c'est des histoires qui sont le fruit de 4 mois d'enquête et qui révèlent les différentes formes de radicalisation. Il y a celle, bien sûr, médiatisée, celle de la radicalisation violente, des quartiers exportateurs de djihadistes. J'ai choisi le Nord, même si le Nord n'est pas représentatif. Hein, toutes les régions du Maroc, puisqu'on parle du Maroc, exportent des djihadistes. Toutes les régions, sans aucune... il n'y a pas d'exception. J'ai choisi Tanger et j'ai choisi le quartier de Bir Shifa parce que, également dans cette collection, l'inédit est important. Pouvoir faire des histoires qui ne sont pas communes, qu'on n'a pas lues dans la presse, dont personne n'a parlé, est également l'objectif de cette collection-là. Et donc, Bir Shifa est un quartier dont on ne parle pas. Beni Makeda est beaucoup plus médiatisé, mais Bir Shifa ne l'est pas. Et c'était étrange, parce que cette enquête, je l'ai fait en décembre dernier, janvier. Ces livres-là sont toujours des livres aussi d'actualité. C'est important, parce que c'est l'image, c'est exactement ce qui se passe au Maroc aujourd'hui.